Samedi 12 mars 2016, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Prévu hier vendredi après-midi, l'évacuation sanitaire de M. Hama Amadou, candidat à l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars prochain, n'a finalement pas eu lieu. Elle a été reportée selon les responsables de la coalition pour l'alternance 2016, le regroupement des partis politiques de l'opposition, sur instruction des autorités de l'État. Je propose à cet effet de suivre les explications du porte-parole de la COPA, M. Ousseini Salatou. Il faut d'abord préciser que ce n'est pas une maladie en tant que telle dont souffre Hama, mais Hama doit subir des examens médicaux, qu'il doit subir chaque 4 mois. Il était nécessaire de reprendre ces examens afin de voir si l'état de santé exige un traitement particulier. Je précise que chaque 4 mois, il doit faire ses examens. C'est ainsi que hier, un hélicoptère a été envoyé pour l'évacuer sur Niamey. Il s'est apprêté et au moment où il est entré dans l'hélicoptère n'a pas pu démarrer. On a dit qu'il y a une panne. Et la panne a été, c'est un problème de batterie. C'est ainsi qu'ils ont suggéré que Ham puisse faire le voyage à travers la route. Mais au moment où il s'apprêtait à prendre la route, on lui fait savoir que l'évacuation est annulée. Par qui? On dit par en haut de en haut. Et ceci dit, l'avion a pu démarrer et l'avion les a laissés. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. C'est dire que finalement, Hama a voulu voyager, a voulu venir, mais au dernier moment, une décision est venue de Niamey par je ne sais qui pour dire que l'évacuation est annulée. Or, Hama doit subir nécessairement ces examens-là parce que c'est des examens réguliers qu'il subit pour contrôler un certain nombre d'aspects de sa santé. On lui refuse cela. Et au niveau de la COPA, nous aimerions toujours attirer l'attention du président de la République que tout ce qui adviendra par rapport à la santé de Hama, seul Mohamed Issoufou en est le seul responsable. Voilà, relativement toujours à cette évacuation de M. Hama Amadou à l'hôpital national de Niamey, cette dernière information qui émane de la direction de campagne du Modern F. Aluman Africa. Ce matin, une équipe de médecins s'est rendue donc à Filengue pour examiner l'état de santé de Hama Amadou. La suite sur son évacuation sera déterminée par les conclusions des analyses de ce collège de médecins. Un dialogue avec l'opposition, c'est ce qu'exige l'intersyndicale des travailleurs du Niger, du président de la République. Le regroupement des 7 centrales syndicales du Niger a en effet rendu public ce matin une déclaration dans laquelle ils ont demandé au président de la République, Issoufou Mahamadou, d'engager instamment un dialogue avec l'opposition politique pour éviter à notre pays des élections sans crédibilité. L'ITN qui, dans la même déclaration, a demandé à la CENI de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du scrutin du 20 mars prochain. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofo. À quelques jours seulement du deuxième tour de la présidentielle au Niger, la situation politique se dégrade du jour au lendemain. Le climat reste tendu entre l'opposition politique et la majorité. Une situation qui a interpellé les 7 centrales syndicales des travailleurs du Niger, ITN. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, déplore la persistance et le manque de dialogue politique qui caractérise les relations entre les acteurs politiques de notre pays, condamne les propos vartanguers et divisionnistes que tiennent certains acteurs politiques, tant de l'opposition que du pouvoir, lance un appel pressant au président de la République, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, d'engager instamment un dialogue politique direct avec l'opposition afin d'éviter à notre pays un scrutin présidentiel sans crédibilité. Interpelle la classe politique dans son ensemble et toutes les institutions de la République qui étaient impliquées dans l'élaboration, l'adoption, le contrôle de constitutionnalité et la promulgation des lois en matière d'élection au Niger, dont les insuffisances relevées ont contribué à compliquer l'organisation du processus électoral en cours. L'ITN demande aussi à la Commission électorale nationale indépendante CENI de prendre en compte les manquements constatés lors du double scrutin du 21 février dernier en vue de mieux organiser ce à venir.
exhorte la CENI et ses démembrements de prendre les mesures idoines pour mieux organiser les scrutins à venir et d'éviter l'amateurisme qui les a caractérisés lors du double scrutin du 21 février 2016. Invite l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, l'Union européenne et les autres partenaires extérieurs à s'impliquer activement pour renforcer notre système électoral et ramener la sérénité entre nos acteurs politiques. Les 7 centrales syndicales des travailleurs du Niger saluent le civisme des Nigériens lors des élections présidentielles, premier tour et législatives. L'ITN invite les Nigériens et les travailleurs en particulier de cultiver l'esprit d'unité et de la cohésion nationale. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour justement mieux organiser le scrutin du 20 mars prochain, a initié ce matin un atelier de formation à l'endroit des responsables régionaux de la CENI et de quelques membres de la Commission elle-même. La rencontre de Niamey regroupe les responsables des CENI des régions de Dosso, Tillabéri et Niamey et quelques membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Aboubakar Souley et Ousmane Sédikou. L'atelier est celui d'une formation des formateurs et la présente rencontre vise à former et informer des acteurs essentiels du processus électoral au niveau central sur les tâches à exécuter à l'occasion des élections présidentielles deuxième tour 2016. Il s'agira donc au cours de cette rencontre d'outiller les futurs formateurs en région et les présidents des commissions régionales que vous êtes en ce qui concerne les préparatifs et le déroulement du scrutin présidentiel deuxième tour qui aura lieu le 20 mars afin de pallier les insuffisances décelées lors du double scrutin de février dernier. Un renforcement des capacités des acteurs de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et qui constitue une innovation. Comme vous le savez, la CENI a voulu innover en jouant à la proximité et en substituant à la traditionnelle rencontre électorale des regroupements par pôles régionaux. Ainsi, les villes de Niamey, Tawa et Zender ont été constituées en 3 pôles régionaux pour abriter respectivement les participants de Niamey et Dosso, Dosso et Tillabéri à Niamey, Tawa, Agadez à Tawa, Zender, Maradi, Difa à Zender. L'objectif étant d'assurer une formation encore plus efficace et efficiente à tous les niveaux de la chaîne. Acteurs électoraux principaux, ils seront outillés sur certaines dispositions. J'ose espérer qu'à l'issue de cette rencontre, vous aurez internalisé en tant qu'acteurs électoraux principaux les dispositions essentielles de nos textes relativement au code électoral et à la Constitution, à la bonne tenue d'un bureau de vote, au rôle et responsabilités d'un président de commission décentralisée, aux activités que doit mener la CENI dans toute la chaîne électorale et notamment dans la chaîne de transmission et de centralisation des résultats en vue d'un bon déroulement du scrutin. Aux responsabilités des membres de la CENI et des commissions décentralisées dans la réussite des élections. Et pour tout dire, à une bonne gestion de l'ensemble du processus électoral. Aux participants seront livrées des communications par des éminents conférenciers, et ce dans le cadre de la mise en œuvre d'un processus électoral réussi et apaisé. Deuxième et dernier jour de grève aujourd'hui dans le secteur de l'éducation à l'appel du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Une grève de 2 jours donc pour exiger du gouvernement la satisfaction des revendications visant à améliorer donc les conditions d'études des scolaires nigériens. Le reportage est signé Ibrahim Abdou et Asmaou Seydou.
Les cours sont perturbés depuis vendredi sur l'ensemble du territoire national. L'Union des scolaires nigériens USN a lancé ce mot d'ordre de boycott des cours pour amener le gouvernement nigérien à prendre en compte les différentes revendications des scolaires qui se résument à l'amélioration des conditions de vie. Des revendications qui restent toujours en souffrance 6 mois après la rentrée scolaire 2015-2016. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a lancé une seule alarme par rapport au non-paiement des bourses et allocations des étudiants scolaires, que ce soit au niveau de l'intérieur des pays et ceux de l'extérieur. Et ça fait plus de 3 semaines que nous sommes en train de discuter avec ces autorités pour essayer de solutionner ce problème. Et un problème financier qui ne peut coûter à l'État que 400 millions. Et nous avons créé toutes les conditions pour que nous n'arrivions pas à ce niveau de boycott de l'activité académique, parce que nous sommes inscrits dans une logique de préserver cette année pour que nous puissions avoir une année académique calme, ce qui va nous permettre d'avoir des résultats académiques satisfaisants. Le comité directeur de l'USN, qui ne se désarme pas, affiche sa détermination à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction totale. Nous avons constaté que l'adversaire d'en face ou les autorités d'en face croyaient que notre silence est synonyme de faiblesse. C'est pour cela que nous avons lancé ce mot d'ordre de 48 heures à titre d'avertissement, pour que dans les jours à venir, qu'ils créent les conditions les plus tôt que possible du paiement les plus urgent des frais de scolarité de l'année passée de nos camarades qui sont exclus des différentes universités de l'extérieur du pays, et de créer les conditions encore de paiement de leurs bourses, parce que c'est leur seul moyen de subsistance au niveau de l'extérieur. Et pour ceux qui sont de l'intérieur du pays, Niamey a été payé il y a un mois de cela. Nous avons dit à ces autorités qu'il faudrait qu'ils créent les mêmes conditions pour que l'intérieur du pays puisse être satisfait, mais jusque-là, rien n'a été fait par rapport à ces revendications. Et nous avons lancé ce mot d'ordre de 48 heures à titre d'avertissement. Si rien n'est fait dans les jours à venir, nous allons créer les moyens d'élite qui sont en notre possession pour créer toutes les conditions que nos revendications puissent être satisfaites. Après l'expiration de ce mot d'ordre de grève de 2 jours, si les revendications des scolaires ne sont pas prises en compte par les autorités en charge de l'éducation au Niger, d'autres mouvements seront entrepris par les scolaires nigériens dans les jours à venir. Un guide sur la protection sociale au Niger à l'intention des journalistes vient d'être élaboré par le réseau nigérien des journalistes pour la protection sociale avec l'appui de ses partenaires. Ce guide a été présenté cet après-midi au siège du conseil d'administration de la Maison de la Presse en présence de plusieurs acteurs du monde des médias nigériens. Ibrahim Abdou et Nafisa Zakou nous en rendent compte. Présenter le guide des journalistes sur la protection sociale, tel est le but de cet atelier organisé par le réseau nigérien des journalistes pour la protection sociale. Occasion pour le président du dit réseau d'expliquer les raisons qui ont motivé l'édition de ce guide. Dans l'élimination de la pauvreté, particulièrement les couches les plus vulnérables, à travers l'élaboration d'une politique dénommée la PNPS, c'est la politique nationale de protection sociale. Alors c'est pour accompagner l'État et ses partenaires dans cette dynamique que nous, en tant que structure, en tant que réseau nigérien des journalistes en protection sociale, nous avons jugé utile, avec l'appui du syndicat national des travailleurs du Niger et le syndicat danois, d'éditer ce premier numéro de guide destiné aux journalistes, axé essentiellement sur la protection sociale. Cette initiative du RNJPS est saluée par le ministère de la Communication qui réaffirme son engagement pour la mise en œuvre du présent guide. Nous félicitons et encourageons le réseau pour ses efforts et accompagner le gouvernement pour une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Ce guide que vous venez d'éditer permet d'abord aux journalistes de comprendre mieux ce que c'est que la protection sociale et de jouer mieux leur rôle dans
le message, l'explication de ce que la protection sociale envers les citoyens, envers même certains responsables. Le temps fort de cette cérémonie, c'est la présentation du guide par un expert. Quand on parle de protection sociale, tout de suite, les gens ont tendance à limiter ça au seul secteur formel de la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale n'est qu'une composante de la protection sociale. À côté de la sécurité sociale, vous avez une autre composante gérée par la santé publique et qui est actuellement pilotée par le ministère de la Santé publique. À ce niveau aussi, il y a tout un dispositif en fait que cette politique sort. Vous avez, après la troisième composante, c'est l'aide sociale, communément appelée entre guillemets l'aide aux indigents, et qu'il ne faut pas confondre avec l'action sanitaire et sociale qui est la quatrième composante dans le dispositif national. Au terme de cette cérémonie, un lot de guides a été décerné aux organes de la presse publique et privée. La mise en place en fin février dernier des conseils communaux et du conseil régional de la jeunesse de la région de Niamey fait des mécontents au sein des structures de la jeunesse de la ville de Niamey. Plusieurs d'entre elles se sont regroupées à travers une coalition. Elles ont animé cet après-midi au siège de l'association Alternative Espace Citoyen un point de presse. Suivant le résumé avec nos reporters Halil Bourema et Adamou Soumana. Ces jeunes membres d'une coalition des structures de la jeunesse nigérienne se retrouvent ainsi face à la presse pour faire le point du renouvellement du bureau du Conseil régional de la jeunesse. Un renouvellement qui intervient en prélude à la mise en place du Conseil national de la jeunesse qui est déjà entaché d'irrégularités selon ces jeunes. Ce que nous avons toujours décrié, c'est-à-dire l'opacité qui a prévalu dans la mise en place du bureau du Conseil sortant en 2011, cette même opacité a prévalu encore cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un samedi que le ministre a décidé de convoquer le collège électoral pour l'organisation des élections communales sur toute l'étendue du territoire afin que les jeunes puissent participer aux élections. Soit 2 semaines avant la date, donc pour le 27 et le 28. Mais malheureusement, même les mairies n'étaient pas informées à temps, donc il a fallu jusqu'au vendredi 26 février pour que certaines mairies puissent être informées et puissent faire sortir des arrêtés afin de convoquer le collège électoral. Pour cette coalition des jeunes, la mascarade électorale de la région de Niamey était organisée avec la complicité de certains responsables du ministère de tutelle. Nous avons dit au directeur régional de craindre Dieu parce que nous avons compris qu'on veut causer du tort aux jeunes Nigériens. Nous avons dit que si c'est de cette manière que ça va se procéder, nous ne participerons pas à cette élection parce que nous avons compris que déjà il y a quelque chose qui se trame derrière. La conclusion que nous tirons, c'est que ils se sont préparés parce que ce que nous avons vu, que ça soit du 4e, du 3e, du 2e ou du 1er arrondissement, c'est la même équipe de jeunes qui se mobilise dans tous les quartiers. Alors que normalement l'élection au niveau communal, c'est les jeunes de chaque commune qui devraient compétir au niveau de leur commune. Mais eux, c'est le même groupe de jeunes. Nous disons que l'heure est grave parce que et le directeur régional de la jeunesse et c'est ce groupe de jeunes qui ont été battus à travers le combat juridique qu'on a engagé et que ces gens-là sont habitués par le gain facile, la prébande, et n'ont pas envie que le CNJ leur échappe. Ils sont en train de tout manigancer pour pouvoir recontrôler le CNJ. Face à cette situation, la coalition des structures de la jeunesse dit ne pas reconnaître le bureau régional ainsi mis en place contre lequel elle a déjà engagé une poursuite judiciaire. Du sport pour refermer cette édition avec la fin ce matin dans les locaux de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT d'un stage de haut niveau à l'intention des arbitres d'élite et des inspecteurs d'arbitres. Il s'agit d'une session plutôt de renforcement de capacité des hommes en noir nigériens organisée par la FENIFOOT avec l'appui de la Confédération africaine de football, la CAF, et de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Soumaïla Abdoulaye et Ibrahim Abdoutikiré nous résument cette cérémonie de clôture. Après 5 jours de cours théoriques et pratiques, c'est donc des hommes en noir bien mûris qui sont assortis de ces stages organisés par la FENIFOOT sous l'égide de la CAF et de la FIFA. Le porte-parole des participants a dans son intervention remercié la FENIFOOT pour l'attention qu'elle accorde pour la mise à niveau des arbitres. Nous, on pensait dans le temps connaître quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes vus devant notre ignorance parce que nos instructeurs nous sont confessés de notre ignorance. En effet,
Il est clair de le dire ici que pendant ce stage-là, beaucoup de nos stagiaires, tout le monde a appris quelque chose. En tirant le bilan de la formation, un des instructeurs de la FIFA a exhorté les arbitres à mettre en exécution sur le terrain les connaissances acquises pendant le stage. C'est vrai que nous avons dit à l'entame de ce stage que sur le plan physique, on n'a plus de soucis à se faire. Vous avez fait de 100%. C'est presque inédit en Afrique. Mais ce n'est pas surprenant parce que vous êtes quand même des hommes d'honneur. Vous avez pris des engagements il y a 2 ans quand les choses ont mal tourné. On a même failli avoir, je ne sais pas moi, un drame. Vous avez pris l'affaire bien en main. Vous vous êtes préparé sérieusement. Mais nous serions satisfaits si nous apprenions que dans le championnat ou les compétitions du Niger, que les arbitres cessent d'être, n'est-ce pas, la risée des gens, que les arbitres cessent d'être, n'est-ce pas, le motif pour les gens, n'est-ce pas, de se défouler dans la violence et du même coup à renvoyer le peu de public qui suivent encore le football dans nos pays. Le jour où on va attendre cela, on saura que la graine que nous avons sémée a véritablement bien mûri. À l'endroit des participants, le secrétaire général de la FENIFOOT a, dans son mot de clôture, souhaité que ce stage soit bénéfique d'abord pour leur carrière, puis pour le football nigérien en particulier et mondial en général. L'alpha et l'oméga de votre réussite, je vous le renvoie, c'est vous-même. C'est pas quelqu'un. Je crois en mes capacités, je prends ce qu'on m'a donné, je le traduis en acte. Et pour enchérir, comme l'a dit le RDO, le bilan, nous allons le suivre. Parce que nous souhaiterions qu'il y ait des matchs apaisés, parce que tout le monde est d'accord que l'arbitre ou les arbitres qui ont officié ont été à la hauteur. Nous, on se bat toujours pour défendre, mais on veut que vous soyez vos propres avocats. La remise des certificats de participation a été le dernier acte de la cérémonie de clôture du stage de haut niveau à l'intention des arbitres d'élite et des inspecteurs d'arbitres. Il s'agit d'un programme de la CAF et de la FIFA qui vise à doter les pays membres d'un arbitrage de qualité. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Lavari. Au revoir.